Donc, on va aborder un sujet concernant les tumeurs de vessie infiltrant le muscle et qui relève d'un traitement chirurgical. Le professeur Ftouhi s'est excusé tout à l'heure par téléphone, il ne peut pas être parmi nous. Le professeur Koutani, vous le connaissez tous, le professeur Amer, vous le connaissez pas, mais vous ne connaissez pas notre invité, qui est pratiquement la deuxième femme de cette assemblée aujourd'hui. Dr Oziane, il est oncologue médical dans le secteur public à l'hôpital de Mnimlal et qui nous a fait l'amitié de venir défendre la chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer de vessie. Sans tarder, donc, je passe à monsieur le professeur Koutani la parole pour introduire le débat. Très bien, donc merci. On reste dans la vessie, mais on passe à une autre pathologie, tumeur infiltrante de vessie ou infiltrant le muscle. C'est bon? C'est bon? Je crois qu'il faut décaler. Il faut décaler l'image. Parce que, alors, voilà. Donc, je disais que on passe à un sujet qui a en fait fait couler beaucoup d'encre. Le sujet, il remonte à plus de 15 ans. Je l'ai vu au moins dans, en tout cas ce qui se passe au Maroc, 4 ou 5 congrès. Et je me rappelle toujours on sortait avec, c'est pas un conflit, mais la même discussion, mais sans conclusion. Pourquoi? Parce que si la cystectomie est le traitement standard des cancers de la vessie infiltrants, le problème de la cystectomie, et ça c'est connu depuis des décennies, c'est que tout stade confondu, 40 à 50% à 5 ans. Tout stade confondu. Ça veut dire quoi? Que la cystectomie, si c'est un standard, ça reste insuffisant. C'est ça qui a poussé les gens à réfléchir, surtout les oncologues, et bien sûr avec des discussions de RCP, à faire de la chimiothérapie néoadjuvante. Alors cette chimiothérapie néoadjuvante, elle est rentrée pratiquement dans les mœurs dans certains pays, donc ça va nous permettre un tout petit peu, c'est devenu même médico-légal aux États-Unis, si vous ne le faites pas, vous devriez le faire, mais la pratique réelle en Europe, en France en l'occurrence, et ce qui se passe au Maroc, on va en discuter. Alors, donc, ce débat, il va être surtout entre l'oncologue et... l'oncologue et c'est Amer qui est urologue. Moi, je vais faire que coordonner et on va faire une conclusion à la fin. Donc, à travers un cas clinique, c'est un monsieur de 62 ans qui est fumeur chronique non sevré, hématurie, TV de 4 cm, pas de dilatation rénale, résection, carcinome urothélial T2N0MX et pas d'invasion lymphovasculaire. Alors ça, je crois que j'en ai parlé. Alors, ce patient, si je pose la question est posée par elle-même. Est-ce qu'on va enlever que la vessie ou faire une chimiothérapie néoadjuvante et par la suite enlever la vessie, ou bien faire une cystectomie, attendre l'anapathe et faire un traitement adjuvant? Alors, je vais passer la parole directement à madame pour nous parler du positif de la chimiothérapie néoadjuvante. Je peux vous poser la question et vous voyez la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en pense? Oui. Là, je crois que la question, si tu permets, on la laisse à la fin et on va poser la question à toute la salle qui fait et qui ne fait pas. Parce que déjà, en étant à côté de Silfka Koujouel, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de réticences, il y a des gens qui sont positifs, négatifs, ils veulent pas. Madame, à vous la parole. Tu as raison, on limite un peu. Oui, on aurait dû mettre M0. Ok, d'accord. C'est pour vous le micro. Alors, le micro, et vous passez les diapos une par une. Voilà. D'accord.
Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais remercier le GRAMS et spécialement Dr Herrera, ainsi que le laboratoire SAN pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite encore beaucoup de polémiques entre les chirurgiens urologues et les oncologues médicaux. Donc, certains sont convaincus de l'intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante avant une chirurgie, d'autres non. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines questions afin de convaincre la salle de l'utilité de ce traitement. Donc, pourquoi ce sujet? Donc, c'est pour savoir est-ce qu'il existe un réel bénéfice de la chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce que la chimiothérapie néoadjuvante augmente-t-elle vraiment le risque de complications après cystectomie? Et pour quels patients on doit proposer cette chimiothérapie? Donc, le cancer de la vessie, je ne vous apprends rien, c'est le 4e cancer chez l'homme et le 14e chez la femme, selon le registre du Grand Casablanca. 20 à 25%, ce sont des tumeurs d'emblée qui infiltrent le muscle. La cystectomie avec le curage ganglionnaire, bien sûr, reste le gold standard, mais on a 50% de rechute des cas à 5 ans, comme a dit Oussed Koutzeni. La chimiothérapie néoadjuvante, elle améliore le pronostic de certains patients. Donc, comment sélectionner ces patients? C'est l'intérêt de la réunion pluridisciplinaire, c'est tout l'intérêt de la RCP. Donc, quel est le rationnel de cette chimiothérapie? C'est le traitement des micrométastases, la réduction du volume tumoral et l'augmentation de la survie. Donc, initialement, on a cette étude, l'essai de l'ORTC, qui a regroupé 976 patients qui ont reçu 3 cycles de chimiothérapie néoadjuvante type CMV avant traitement local. Donc, il a comparé 2 bras, un bras avec chimio et l'autre non. Donc, initialement, l'objectif de cette étude était d'atteindre 10% de survie spécifique à 3 ans, chose qui n'a pas été obtenue. Mais l'actualisation des résultats à 5 ans, il a montré une différence statistiquement significative entre les 2 groupes, c'est-à-dire que les patients qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante avaient une survie meilleure que ceux qui n'en ont pas reçu, et avec une réponse pathologique complète, un PT0 qui était de 32%. Donc, l'actualisation des résultats à 8 ans, le bénéfice en matière de survie, il est maintenu, et en survie globale et en survie sans métastase, en faveur du groupe qui a reçu la chimiothérapie néoadjuvante. Donc, cette méta-analyse qui a permis de confirmer aussi ce bénéfice, elle regroupait plus de 3000 patients. Elle a ainsi confirmé un bénéfice de 5% de survie avec une polychimiothérapie à base de sel de platine. Donc, il y a un bénéfice qui est modeste, ça c'est sûr, mais qui est incontestable. Donc, et qui a été observé chez le groupe de patients donc avec des tumeurs T2 à T4A, N0, avec un bon état général, PS01, une fonction rénale conservée et un âge inférieur à 70 ans, soit environ 50% de l'ensemble de la population de cette méta-analyse. Donc, quel protocole on peut choisir pour cette chimiothérapie néoadjuvante? On n'en a pas énormément. Il y a le MVAC initialement et le cisplatine gemcitabine. Il n'y a pas de différence en matière de bénéfice en survie, mais la seule différence, c'est la tolérance. Le Gemzar cisplatine, il est mieux toléré que le MVAC. Donc, à venir, on a l'étude VESPER, les inclusions sont terminées, on aura les résultats pour la fin de l'année 2019. C'est une étude de phase 3 randomisée, donc qui a comparé 2 groupes de patients, ceux qui ont reçu le Gemzar cisplatine versus ceux qui ont reçu le MVAC. Donc, on va, à travers cette étude, savoir quel protocole est le meilleur pour ces patients. Donc, il y a aussi, l'année dernière, on a parlé beaucoup d'immunothérapie. On avait de l'espoir dans le pembrolizumab, donc comme traitement néoadjuvant qui a permis d'avoir une réponse pathologique complète chez un bon nombre de patients. Mais malheureusement, lors de l'ASCO 2019,
Donc le bénéfice en survie, il est très moyen, avec une toxicité économique très importante. Donc le gain en survie ne suit pas du tout le coût de l'immunothérapie dans cette indication. Donc lors de la RCP, nous les oncologues, on est confrontés à 3 grandes questions avec les chirurgiens urologues. Premièrement, les urologues ne veulent pas adresser les patients pour chimiothérapie néoadjuvante pour 3 raisons. Donc, ils parlent de retard de la chirurgie, augmentation des morbidités péri- et post-opératoires, et certains nous proposent de faire une chimio adjuvante au lieu d'une chimio néoadjuvante. Donc, retarder la chirurgie, non, parce que la première règle, c'est commencer un traitement actif dans les 3 mois qui suivent le diagnostic. Donc le traitement actif, la chimiothérapie, on peut la considérer comme un traitement actif. D'accord ? Donc quand on a le diagnostic, le fait de commencer une chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on a commencé la première phase du traitement. Donc, et la deuxième règle, ça nous permet de sélectionner les patients. C'est-à-dire que quand on commence une chimiothérapie néoadjuvante pour les patients sélectionnés, si on n'a pas de réponse à cette chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire que les patients sont initialement de mauvais candidats à la chirurgie. Donc, pour les morbidités post-opératoires, non, parce que les complications se définissent comme une survenue de complications sévères définie par un score supérieur à 2 selon la classification de Clavian dans les 60 premiers jours après la cystectomie. Donc ici, c'est les résultats d'une étude rétrospective suédoise qui a regroupé 1340 patients. Donc 39% de ces patients étaient traités par chimiothérapie néoadjuvante avant chirurgie. Et on a fait une comparaison entre les 2 groupes en matière de complications. Pour toutes les complications confondues, il n'y avait aucune différence statistiquement significative entre les 2 groupes. Ni pour les complications grade 1 et 2, ni pour les complications encore plus sévères de grade 3 et 4. Les seules différences qui étaient observées durant cette étude, c'est le temps opératoire qui était un peu plus long pour les patients qui ont reçu la chimiothérapie néoadjuvante, donc plus de 50 minutes, et des pertes sanguines un peu plus importantes. Mais la différence quand on calcule le volume sanguin, il s'agissait seulement de 100 ml. Donc les patients qui avaient reçu la chimio néoadjuvante avaient besoin d'être transfusés en paire opératoire par 100 ml de sang en plus que les autres. Là, je rapporte les résultats d'une petite étude française donc, qui a elle aussi comparé 2 groupes de patients avec ou sans chimiothérapie avant chirurgie. Donc les résultats étaient similaires à ceux rapportés par l'étude suédoise, avec un temps opératoire un peu plus allongé, des pertes sanguines en paire-op légèrement plus élevées. La seule différence observée, c'était le besoin transfusionnel, plus élevé chez les patients recevant une chimiothérapie néoadjuvante. Donc ceci est expliqué par En fait, quand on fait une chimiothérapie néoadjuvante, systématiquement, on a une petite baisse d'hémoglobine. Donc ces patients nécessitaient d'être transfusés avant la chirurgie plus que les autres qui n'avaient pas reçu de chimio. Donc la seule étude qui a montré montré qu'il y avait un grand risque de complications de lâchage de suture, c'est une étude de Kitamura, mais cette étude elle est largement critiquée parce que le nombre de patients il est insuffisant et donc vu la faible taille de l'échantillon, on n'en tient pas compte. Pour ce qui est de la chimio adjuvante, donc le rationnel d'une chimiothérapie adjuvante a été approuvé par une méta-analyse qui a regroupé 9 études randomisées, 940 patients, et qui a montré effectivement qu'il y avait un gain en survie, sans progression et en survie globale,
pour les tumeurs T3, T4 et N+. Mais cette méta-analyse, elle est très critiquable, donc qui est conduite avec des études très faibles statistiquement, et le niveau de preuve d'une chimiothérapie adjuvante reste nettement inférieur à une chimio néoadjuvante. La chimiothérapie adjuvante, elle est aussi limitée par un mauvais OMS des patients après la chirurgie, la détérioration souvent observée de la fonction rénale et cardiaque après la chirurgie, et des complications post-opératoires comme les problèmes de la paroi. Donc, pour quels patients proposer une chimiothérapie néoadjuvante? On a d'abord les critères cliniques. C'est des patients PS01, des tumeurs T2 à T4, un âge inférieur à 70 ans et une clairance supérieure à 50 ml par minute. Pour les critères histologiques, donc, ce sont les résultats d'une étude américaine conduite à MSKCC et qui a comparé les différences des résultats de survie chez deux groupes de patients avec un carcinome urothélial primitif ou secondaire, c'est-à-dire qui a évolué après une histoire de tumeur non infiltrante et qui était traitée ou non par chimio néoadjuvante. On a une meilleure réponse histologique pour les carcinomes infiltrants primaires, avec de meilleurs résultats en survie globale ou en survie sans progression, chez les patients aussi avec un carcinome infiltrant primaire. Donc les patients avec une tumeur infiltrante primaire répondent mieux à la chimiothérapie que ceux qui ont évolué après une histoire de tumeur non infiltrante. Donc, pour expliquer cela, il y avait une recherche de la mutation du gène LERC-C2 qui est prédictive d'une bonne réponse aux sels de platine. Et on a retrouvé que dans les tumeurs infiltrantes primaires, la mutation était en fait plus fréquemment exprimée que dans les tumeurs secondaires. Ce qui peut expliquer aussi la bonne réponse et donc la meilleure survie. Maintenant, le futur, c'est le traitement peut-être à la carte des tumeurs vésicales, parce que maintenant, on a tendance à les diviser en trois groupes, donc basal, le P53-like et le luminal. Le basal, il est chimiosensible, ainsi que le luminal. Luminal, il y a une surexpression de la FGFR, donc peut-être qu'on aura recours à des thérapies ciblées. Le P53-like reste une tumeur chimio-résistante. Donc, est-ce qu'il faut les éliminer, inclure le P53-like dans les critères de choix de ces patients? C'est pour le futur. Donc, les recommandations de la FUS sont claires. Il faut proposer une chimiothérapie néoadjuvante pour tout patient PS inférieur ou égal à 1 avec une bonne clairance. Pour les PS supérieurs à 1 ou de clairance inférieure à 60, donc à discuter au cas par cas lors de RCP. Les recommandations de l'ASCO donc rejoignent ceci. Il faut proposer une chimiothérapie néoadjuvante pour tous les patients qui y sont éligibles. Donc en conclusion, on va dire que la chimiothérapie néoadjuvante, elle a un intérêt certain pour prolonger la survie. Il faut juste bien sélectionner les patients et surtout, il faut gérer rapidement les effets secondaires qui apparaissent durant la chimiothérapie, d'où l'intérêt d'une RCP pour une bonne sélection des patients. Je vous remercie. Merci, Madame, pour votre exposé qui va susciter certainement des discussions et surtout concernant les complications post-opératoires, parce que c'est ça qui pose problème. Bon, je ne vais pas parler de la discussion tout de suite. Je passe la parole à Amer, qui est un neurologue convaincu et qui va essayer de dire le contraire. C'est bon, oui. En fait, le sujet il devrait être débattu par le Dr Fed. En fait, on l'avait choisi, moi et Aziz, et on voulait inclure ce débat entre oncologue, radio et urologue pour éventuellement c'est quoi la place, c'est quoi l'indication de la chimiothérapie néoadjuvante avant un traitement radical qui est la cystectomie. En fait, je suis un fervent défenseur de la non-utilisation de la chimiothérapie
Je suis un fervent défenseur de la non-utilisation de la chimiothérapie néoadjuvante avant un traitement radical. Jusqu'à ce que, parce que Dr Fed, il n'était pas tellement content parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles, il voulait pas, parce qu'il était presque dans l'impossibilité de défendre, disons, qu'il n'y ait pas d'indication à inclure ou à indiquer une chimiothérapie néoadjuvante avant la cystectomie. Et du moment où moi j'étais contre la chimiothérapie néoadjuvante, je devrais en principe me justifier c'est quoi le rationnel de la non-utilisation de la chimiothérapie néoadjuvante. Et comme ce que je viens de dire au professeur Koutiani, jusqu'à ce que j'ai accepté à débattre ce sujet, maintenant j'ai complètement changé et je suis convaincu de l'importance et des rationnels scientifiques de l'utilisation de l'indication de la chimiothérapie néoadjuvante avant un traitement radical. Maintenant, la question qui reste, c'est quel patient, comment l'utiliser, et c'est dans quel cas, et c'est quel critère histologique, qu'il va falloir étiqueter, identifier pour éventuellement pour la bonne réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Et on va en même temps discuter c'est quoi le devenir des PT0 après chimiothérapie, et c'est quoi le devenir des patients qui n'ont pas répondu à la chimiothérapie. Donc, ce qui a été dit par Ossed Koutiani, mais également par Madame Ouzane, c'est que la cystectomie, vous faites des cystectomies, on n'est pas content des résultats de la cystectomie. Combien de malades qu'on a opérés il y a 5 ans qui reviennent maintenant? C'est peu. D'une part, et on a beaucoup de malades qui ont des facteurs pronostiques, de très mauvais pronostics en post-opératoire. On a des T3, des T4 et on a des N+. Alors, que faire avec ces patients? On les envoie pour la chimiothérapie adjuvante. Généralement, les oncologues ne les acceptent pas. Ils ne sont pas tellement contents du résultat. Et c'est des malades qu'on perd parce qu'il y a une perte de chance. C'est des malades qui décèdent en cours de route. Alors, la question, et ça, on va la discuter. Honnêtement, après avoir lu et je me suis documenté, je pense que les bonnes indications à la chimiothérapie néoadjuvante, c'est les patients âgés de moins de 75 ans qui sont fit pour la cisplatine, qui ont une bonne fonction rénale. Et généralement, il ne faut pas dépasser les T2. C'est les meilleures indications. Les meilleures indications pour la chirurgie sont les meilleures indications pour la chimiothérapie néoadjuvante, sachant qu'on est parti des rationnels que cette chimiothérapie néoadjuvante, c'est pour traiter les micrométastases. On ne traite pas la maladie locale, on traite essentiellement les micrométastases qui peuvent échapper au traitement chirurgical. Il ne va pas falloir dire que cette chimiothérapie va rattraper les T3, les T4, les N+. Donc le mieux, à mon sens, et c'est les T2, c'est les N0, M0. Alors maintenant, pour les T3 et les T4, je ne sais pas ce que vous envoyez vos malades pour les radiochimiothérapies. Les radiothérapeutes préfèrent faire les URM. Pourquoi? Pour mieux stadifier les atteintes au niveau de la paroi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors, pour les complications post-opératoires, honnêtement, on avait toujours cette appréhension. On n'envoie pas les malades, on ne veut pas envoyer les malades pour les oncologues. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un délai, et je vais vous présenter les études. Parce que lorsqu'on leur envoie, pour qu'il commence la chimiothérapie, déjà, il tarde. Pour qu'il nous fait retourner le malade, il tarde. Donc, généralement, on envoie les malades entre 3 et 6 mois. Et à travers certaines études que je vais vous montrer, que ça, c'est délétère pour les résultats. Alors, est-ce qu'il y a une sommation, est-ce qu'il y a une accentuation des complications? À travers les études, il n'y a pas de complications tellement importantes, mis à part, c'est qu'il y a plus de saignement et le temps opératoire, il est prolongé. Alors, maintenant, c'est quoi le risque? C'est les 30%. Lorsqu'on indique une chimiothérapie néoadjuvante, on a presque 30% de progression sous chimiothérapie. Alors, que faire avec ces patients? Est-ce qu'on les opère? Est-ce qu'on ne les opère pas? Que faire? C'est des malades qui ne répondent pas. Et généralement, c'est les malades, les P53-like, c'est les chimio-résistants. Alors que faire? C'est des malades qui progressent, vont progresser aussi bien sous chimiothérapie, mais également sous chirurgie. Ça, c'est la question. Donc en fait, est-ce que cette chimiothérapie néoadjuvante, parmi ces objectifs, est-ce que ce n'est pas une sélection des patients pour les bons candidats pour la chirurgie? Ça, c'est une question également qu'il va falloir se poser. Alors, comme ce que je viens de vous dire, que faire avec les non-réponses ou les progressions sous chimiothérapie? Mais ce délai, il est majoré lorsque les malades, après la dernière séance de chimiothérapie, dépasse les 10 à 12 semaines. À ce moment-là, la chirurgie elle a beaucoup moins de bons résultats. Obligatoirement, on doit opérer les malades avant les 10
10 semaines avant la dernière séance. Sachant que le malade, il doit totaliser minimum 4 séances de MVAC. Probablement, on va en discuter quel type de régime, parce que les collègues, ils se demandent, est-ce que c'est le MVAC, est-ce que c'est le MVAC DD qui est dose dense, est-ce que c'est le gemcitabine cisplate, est-ce que les malades qui sont infit pour le cisplate, est-ce qu'on peut remplacer le carboplatine cisplate? Donc ça, c'est des questions également qu'il va falloir se poser. Alors, en 2012, il y avait une méta-analyse pour c'est quoi l'intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante. Les 2 premières études ont été présentées très bien par Imen Ouzan, qui ont montré quand même un gain en termes de survie globale de 5% à 5 ans. Alors, je reviens à ce qui a été dit par cette Koutiani, parce qu'on s'oppose, toujours on se pose la même question. Maintenant, on voit le rationnel, on voit les recommandations, mais pourquoi cette chimiothérapie néoadjuvante est peu utilisée par les collègues? Et ça, c'est la question qui est posée également à tout l'auditoire. Bon, souvent dans les articles, ils disent que soit c'est des malades qui sont infit pour le cisplate, mais où c'est uniquement c'est une préférence des patients. Je pense que c'est beaucoup plus la préférence de thérapeutes. Les urologues ne veulent pas envoyer leurs patients à la chimiothérapie néoadjuvante de peur d'avoir des complications graves après chirurgie. Alors, si vous voyez aux États-Unis, c'est une étude qui était menée aux États-Unis, et vous voyez qu'il n'y en a pas plus de 11% qui ont eu de la chimiothérapie péri-opératoire. Vous voyez, le néoadjuvante, 1,2 par rapport à l'adjuvante. L'adjuvante, c'est presque 10 fois plus que le néoadjuvante. Vous voyez que c'est peu utilisé. Alors, il y a également, j'ai trouvé cette étude, on a vu que c'est quoi le comportement des urologues vis-à-vis de chimiothérapie néoadjuvante. Depuis 2003, c'était beaucoup plus la chimiothérapie adjuvante par rapport à la néoadjuvante, jusqu'à ce qu'en 2012, 2013, et on voit une inversion des pratiques et des attitudes des urologues qui sont devenues de plus en plus favorables à cette chimiothérapie néoadjuvante. Alors, c'est quoi le pronostic des patients maintenant? On va se poser pour les patients qui ne répondent pas à la chimiothérapie. Est-ce que pour ce type de patients, si on les opère, est-ce qu'il y a un intérêt à associer une chimiothérapie adjuvante? Ça, c'est des questions maintenant d'ordre urologique pratique. Alors, si vous voyez, ça, c'est un travail qui était présenté à l'ASCO en 2015. Vous voyez les gens qui n'ont pas répondu au gemcitabine cisplate. Vous voyez, le pronostic, il est beaucoup plus mauvais par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Alors que ceux qui ont répondu, PT0, qui ont répondu à la chimiothérapie néoadjuvante par le régime cisplate gemcitabine, ils ont presque le même pronostic que les tumeurs non infiltrantes le muscle. Alors pour eux, les meilleurs malades, c'est les malades, en principe, qui devraient bénéficier de la chimiothérapie. C'est une étude canadienne et également américaine. C'est que les patients qui sont âgés de moins de 60 ans, et essentiellement T2, et avec, bien sûr, avec une fonction rénale qui devrait être meilleure, plus ou moins 50 par millilitre par minute. Alors, quels sont les éléments prédictifs de la bonne réponse, à la chimiothérapie, mis à part les éléments biomoléculaires dont on a parlé, Iman, mais vous avez les T2 au diagnostic. Il ne faut pas qu'il y ait d'invasion lymphovasculaire, il ne faut pas qu'il y ait d'hydronéphrose, il faut que l'hémoglobine préalable soit supérieure à 13 grammes par décilitre. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à associer la chimiothérapie adjuvante à la chimiothérapie néoadjuvante? C'est-à-dire chimiothérapie néoadjuvante, cystectomie, et s'il y a des éléments de mauvais pronostic, est-ce qu'il faut associer la chimiothérapie adjuvante? En principe, à travers cette étude qui était publiée au Bladder Cancer en 2017, il n'y a aucun intérêt à associer chimiothérapie néoadjuvante chez ce type de malade. Aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt aussi bien en termes de survie spécifique sans maladie, mais également en termes de survie globale. Aucun intérêt. Alors, pour le délai, ça c'est important parce que si vous voulez envoyer vos patients chez les oncologues, on est obligé, en tout cas chez nous, on est obligé de discuter avec les oncologues. Si on leur envoie, obligatoirement, il doit retourner avec nous, chez nous, fit à la chirurgie, pas fit à la cisplatine, fit en moins de 10 semaines. Donc si on pose le diagnostic, on fait la TUV, 2 semaines après, en principe, il doit commencer la chimiothérapie. Après 4 cures, il doit retourner en moins de 10 semaines chez les chirurgiens. À ce moment-là, on va se retrouver également avec le fiasco de la radiochimiothérapie. La radiochimiothérapie, depuis 2012, j'ai envoyé qu'un seul malade. Parce qu'on n'a pas pu se mettre d'accord, nous, et les urologues, et les oncologues, et les radiothérapeutes, parce qu'il y a un protocole à suivre. On ne peut pas attendre.
Donc à ce moment-là, on n'arrive plus, donc à mettre en route le protocole chimio-radiothérapie pour les tumeurs de vessie comme corollaire à la cystectomie. Donc si vous voyez, lorsque ça dépasse 10 semaines, vous voyez les résultats sont beaucoup médiocres par rapport, aussi bien en termes de survie globale, mais également de survie spécifique. Ça, c'est un travail qui était présenté dernièrement, publié en European Urology 2018. Alors, c'est quoi le devenir des PT0? Les PT0, c'est vraiment les meilleurs répondeurs. Ils ont une survie qui est meilleure de 85% à 5 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont PT0 qu'on ne doit pas correctement les opérer. Ce n'est pas la chimiothérapie qui va rattraper une mauvaise chirurgie. C'est toujours la cystectomie avec un bon curage. Et ça a été publié dans les CISWOG. Alors, que faire chez les malades qui sont infit pour le cisplate? C'est ça la question. Parce que dans toutes les chimiothérapies des tumeurs de vessie, obligatoirement, on doit avoir le cisplate associé soit à gemcitabine, soit associé à la IMVAC. Là, on n'est pas d'accord avec les oncologues. Ça, je l'ai trouvé. C'est vrai, il était étonné, notre ami oncologue. Je lui ai dit, ça a été publié en Anti-Cancer Research, en faisant les recherches. C'était une étude qui était publiée par les Italiens, qu'ils ont montré, même pour les patients qui sont infit pour le cisplate, il n'y a pas de mal à associer le carboplate, parce qu'il n'y a pas de différence significative en termes aussi bien en survie spécifique, mais également en survie globale, entre le cisplate, ce qui est noir, et ce qui est en pointillé, c'est le carboplate. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on peut les faire bénéficier de la carboplatine gemcitabine. Et ça, reste bien sûr à argumenter. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a une supériorité de la chimiothérapie adjuvante par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante? C'est-à-dire, autrement dit, nous, on ne veut pas envoyer les malades pour la chimiothérapie néoadjuvante, on les opère et on attend jusqu'à ce qu'ils ont, par exemple, des éléments de mauvais pronostic histologique, les T3, les T4, les T4A, les T4B et les N+, puis après on les envoie à la chimiothérapie adjuvante. Est-ce qu'il y a un intérêt? En principe, c'est un intérêt qui est théorique. Théorique, plus ou moins, si vous voulez, quand on veut cacher la misère ou les mauvais éléments de la cystectomie histologique, c'est-à-dire les T3, je vous ai dit, les T3, les T4 et les N+. On veut plus ou moins améliorer les résultats. Après, le malade il a des éléments de bon pronostic, que faire? Mais en fait, à travers les études, il n'y a aucun intérêt. La chimiothérapie néoadjuvante, elle est supérieure par rapport à la chimiothérapie adjuvante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vis-à-vis des études qui ont été faites concernant la chimiothérapie adjuvante, c'est des mauvaises études. C'est pour cette raison que la chimiothérapie adjuvante, en principe, elle a montré que de mauvais résultats par rapport à la chimiothérapie adjuvante. Ça, c'était une méta-analyse qui a montré quand même qu'il y a un bénéfice à instaurer la chimiothérapie adjuvante, mais c'était de mauvaises études et généralement, on ne peut pas en tirer des conclusions. Voilà, c'est les données sont insuffisantes pour déterminer le bénéfice de telle chimiothérapie adjuvante. Maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, l'intérêt, le rationnel, c'est la chimiothérapie néoadjuvante dans les tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Essentiellement, en mon sens, c'est les T2, les M0, un patient âgé de moins de 75 ans qui est fit pour le cisplate, mais ils ont également avec une fonction rénale qui est normale. Alors, quel est l'impact également au cas? Parce qu'on en voit jusqu'à maintenant, on envoie nos patients pour la chimiothérapie adjuvante. Quel est l'impact des moments de la chimiothérapie adjuvante sur la survie? C'est-à-dire, un patient, vous l'opérez, il a une anapathie qui n'est pas assez agréable, qui n'est pas... À ce moment-là, que faire? Est-ce qu'on peut l'envoyer immédiatement ou est-ce qu'on attend jusqu'à ce qu'il, par exemple, il récidive essentiellement au niveau local? Mais bien sûr, c'est des malades non métastatiques. C'est toujours des malades qui ont des éléments histologiques de mauvais pronostic. En principe, ça c'est un travail que j'ai trouvé qui va être publié dans la revue Urologie. Il n'est pas encore publié. Il vient d'être corrigé, accepté en mars 2019. C'est-à-dire que jusqu'à 6 mois après la chirurgie, si le malade n'est pas encore métastatique, il peut bénéficier de la chimiothérapie sans différence, aussi bien sur la survie globale, mais également la survie spécifique. Puis après, alors, ça également, c'est un article qui est nouveau, ce qui paraît sur Cancer, au niveau de la revue Cancer 2019. Et ça, je préfère, c'est essentiellement parce qu'il y avait un différent moi et Tarek concernant un malade qui avait une variance qu'on appelle la micropapillaire.
Micropapillaire, un malade qui a une micropapillaire, bon, on peut discuter le pourcentage, est-ce qu'il faut proposer directement la cystectomie ou non. Le problème, c'est que de plus en plus, on a des variantes qui sont agressifs, type micropapillaire, type sarcomatoïde, type lymphoépithéloïde. Est-ce que c'est des malades qui peuvent bénéficier éventuellement de la chimiothérapie néoadjuvante? À travers cette étude, non. Aucun intérêt. Le meilleur type histologique qui devrait bénéficier de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est le carcinome urothélial pur. Il n'y a pas de... Alors, concernant, ça c'est une étude qui a également qui était présentée à l'ASCO. Est-ce qu'ils ont comparé la chimiothérapie néoadjuvante par rapport à la chimiothérapie adjuvante ou les tumeurs de vessie infiltrant le muscle? En fait, la chimiothérapie néoadjuvante est supérieure à la chimiothérapie adjuvante essentiellement sur la survie sans récidive et la survie spécifique. Mais il n'y a pas de différence significative concernant la survie globale. Et je laisse la parole à notre ami professeur Coutien. Non, moi je crois que tu me laisses la parole. Pourquoi? Pour trancher. Pour trancher. Et tout le problème, c'est trancher. Moi, je pense que sur le plan scientifique, didactique, la chimiothérapie néoadjuvante, il y a plusieurs études, il y a des méta-analyses, c'est démontré. 5 à 8% à 5 ans. 5 à 8% à 5 ans qu'on gagne chez tous les patients qu'on opère et qui vont subir une chimiothérapie néoadjuvante. Je l'ai dit, dans certains pays c'est devenu médico-légal. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être poursuivi en justice. L'enquête a été faite en France. Tous les urologues ne font pas la chimiothérapie néoadjuvante. Et nous, on peut en discuter entre nous. Et je poserai la question, qui fait une chimiothérapie néoadjuvante avant d'opérer un patient qui a une tumeur infiltrante? Alors, vous la faites. Très bien. Je vois dans la salle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est Aziz, combien il y a de participants dans cette... donc, disons une dizaine. Une quarantaine? Une quarantaine, donc il y a 10. Alors, c'est 10... Il y a un biais. Il faut voir qui fait des cystectomies. Non. Il y a un biais dans votre sondage, il faut voir qui fait des cystectomies. Là, Mohim, Kaidirha, il indique, c'est pas, le problème n'est pas là, c'est qu'il est convaincu qu'il fait une chimiothérapie, il fait la chimiothérapie néoadjuvante. Walakin, dans notre pratique maintenant, les 10, ils vont nous donner leur impression. Alors moi je vais vous dire, tout à l'heure il m'a dit quelque chose, et peut-être j'aimerais bien qu'il le dise à haute voix. Moi je vous dis, dans le service, nous on a voulu suivre, parce qu'on sait qu'on va gagner un peu. La cystectomie n'a aucune action sur les micrométastases. C'est la chimiothérapie qui règle ça. Un traitement général. Malheureusement, il y a des malades, et on se souvient du patient C1 qui a fait, il est parti, il a fait sa chimiothérapie, il est revenu dans un état lamentable, tuberculose pulmonaire. Moi, personnellement, je me souviens d'un prof à la faculté à Oujda, et qui a fait une chimiothérapie néoadjuvante. Vous allez me dire, celui de l'hôpital est parti à Lino, il a été mal pris en charge. Alors celui-là, il a été pris en charge à l'hôpital Cheikh Zayed. Et il est revenu dans un état lamentable. Il est mort par thrombopénie sévère. Donc moi, je vous dis, est-ce que, à l'état actuel des choses, chez nous, est-ce qu'on peut continuer à faire de la chimiothérapie néoadjuvante parce qu'on va perdre beaucoup de malades? C'est vrai que c'est démontré, mais si vous envoyez ces patients, vous allez peut-être récupérer 10 ou 20% que vous allez opérer par la suite. Et moi, la question est posée, c'est Joël. Je pense que la chimiothérapie néoadjuvante est un standard, elle est recommandée maintenant dans toutes les guidelines, et on n'a pas le droit d'éviter la chimiothérapie chez un patient parce qu'on va lui enlever une chance de guérison. Si je l'opère et demain il fait une métastase, il peut me poursuivre. Vous m'en faites rater une chance d'être stérilisé par une chimiothérapie néoadjuvante. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Il risque de te poursuivre. Vas-y, et il y a madame qui veut. Vous voulez dire quelque chose? Répondre? Non. Question? Allez, c'est...
Alors, moi, je respecte les décisions du staff qu'on fait, du RCP, et souvent, c'est des patients qu'on envoie pour la chimio néoadjuvante. Alors, le problème, c'est qu'on a souvent des patients qui reviennent très fatigués. Récemment, dont on a parlé tout à l'heure, j'ai un patient actuellement que j'arrive pas à opérer, à placer au bloc opératoire. C'est un malade qui est en leucopénie, il est très fatigué, il a une hypoprotidémie, et maintenant, je suis à 6 semaines. Donc on s'approche de la date fatidique du père du bénéfice de la chimiothérapie. Alors faut-il peut-être rechercher des critères de sélection des patients qui vont supporter cette chimiothérapie? Moi je crois que ce que tu viens de dire, c'est un sentiment qu'on vit tous. Mais la question, il faut peut-être chercher, les critères sont là. Le patient doit être fit au cisplate, c'est-à-dire il doit avoir une clairance supérieure à 60 ml par minute, primo. Secondo, il doit avoir un âge inférieur à 75 ans. Tertio, il doit avoir un performance status, c'est-à-dire l'OMS inférieur à 1. C'est-à-dire que c'est un excellent patient qui va supporter. Mais je crois que le problème n'est pas là. C'est que là où il va faire de la chimiothérapie, moi je me pose la question, est-ce que ce lieu... est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise gestion de la chimiothérapie? Moi je pense. Il faut le dire, une mauvaise gestion de la chimiothérapie. On te livre un patient fatigué avec tuberculose pulmonaire, c'est qu'il a été mal géré. On te livre un patient avec une thrombopénie sévère et qui décède par thrombopénie, c'est un patient qui est mal géré. Je vous donne un patient en bon état général, ECOG inférieur à 1 et moins de 75 ans, et vous le rendez il a 100 ans ou 120 ans, et il est 4 OMS. C'est que je ne vais pas l'opérer, c'est normal. Allez-y, parlez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand ce qui est des critères en fait de sélection, les critères ils sont là, d'accord. Donc primo, il faut sélectionner les patients selon les critères. Donc quand le patient il vient chez nous, généralement, on propose le gemcitabine cisplatine parce que c'est le protocole qui est le plus toléré. Alors, les oncologues, en fait, il y a plusieurs façons de gérer les effets indésirables. Et c'est là toute la finesse de l'oncologue médical. D'accord ? Donc, si on a un protocole, déjà, il faut l'adapter au patient. On a des modifications des doses à faire. Si le patient il est très fatigué, on n'est pas obligé de suivre ni la même dose, on peut espacer les cures, donc on a des moyens de gérer ça. Et deuxième chose, c'est que les effets indésirables, ils sont gérables et ils doivent être gérés dans les 2-3 jours après la cure. On ne va pas attendre que le patient se transforme en OMS 4 pour gérer ça. Mais certainement, il y a l'asthénie. Ça, c'est une chose qu'on peut pas contrôler parce que même si vous m'envoyez un patient qui est OMS 0, il y a des patients qui sont très sensibles à la chimiothérapie. Ils la tolèrent vraiment très, très mal. Donc, la fatigue, ça, on ne pourra jamais répondre à cette question. C'est au cas par cas. Mais les autres effets indésirables, effectivement, ils peuvent être gérés. Deuxième chose, quant à l'association du carboplatine avec la gemcitabine, ça nous pose, nous, les oncologues, un grand problème de thrombopénie. Parce que les deux drogues elles induisent une thrombopénie qui peut être très profonde. Et c'est pour ça que, généralement, on les évite. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a... C'est Adil? Je rejoins les amis. De toute façon, je pense que la chimiothérapie néoadjuvante est actuellement validée et ça rapporte sur la survie des patients, donc c'est sûr, mais il faut s'adapter, il faut sélectionner et je pense qu'il faut faire un bon suivi des patients. Premièrement, est-ce que ce patient est un bon répondeur? Et il faut détecter les non-répondeurs d'une façon précoce pour ne pas perdre beaucoup de temps. Deuxièmement, est-ce qu'il tolère correctement sa chimiothérapie? Je pense que quelqu'un qui ne tolère pas correctement une chimiothérapie doit être arrêté à temps avant qu'il arrive à un stade avancé où on va éventuellement retarder la chirurgie. Je pense que c'est le suivi de la chimiothérapie, c'est un point très important pour détecter les non-répondeurs et qui ne tolèrent pas bien la chimiothérapie. Tu as très bien raison, c'est Natir. Oui. Merci. Juste une remarque par rapport aux complications, donc à la gestion. Alors effectivement, je pense que l'une des problématiques,
qui fait qu'on récupère des malades en mauvais état général. Effectivement, c'est la sélection initiale, peut-être. Il faut bien sélectionner les candidats, tu l'as bien dit. Et la deuxième chose, je ne sais pas si dans les protocoles ici, il y a de la prévention, notamment des aplasies ou des choses comme ça, par des facteurs de croissance. Il y a des médicaments pour gérer la chimiothérapie qui sont coûteux et qui font qu'une chimiothérapie peut se passer bien ou moins bien. Première chose. Deuxième remarque, mais ça c'est un petit peu loin de ce sujet-là, c'est par rapport aux patients à qui on ne doit pas la faire. Ça c'est une question en fait. Est-ce que par exemple les gens qui ont une hydronéphrose, ça on en voit, ou les T3 à l'imagerie, est-ce que cela c'est Imaginons qu'il a un DFG supérieur à 60, est-ce que dans les études, je ne sais pas qui a fait la revue de la littérature, est-ce que c'est des patients qu'il vaut mieux ne pas confier à la chimiothérapie adjuvante ou pas? Moi, je te réponds intuitivement, mais sans... Peut-être il y a quelqu'un qui a vu la littérature. Moi, je te dis quelqu'un qui est T3 et qui a une hydronéphrose, il aura certainement une adjuvante. Il l'aura, parce que sur la pièce de cystectomie, il y aura de la résiduelle extravésicale et peut-être même une N+. Peut-être. Moi, c'est science des sentiments, c'est pas recherche bibliographique. C'est un peu après... Oui, là, je vais vous dire une chose. C'est que les tumeurs de vessie, tout le monde le sait, ils sont chimiosensibles, mais non chimiocurables. C'est que quelqu'un qui a une tumeur de vessie qui flambe, et même après intervention, vous lui faites de la chimio, il répond. Mais ce n'est pas pour longtemps. C'est 6 mois, 1 an maximum, et puis ça reprend. Ils sont très chimiosensibles, mais ne sont pas chimiocurables. Et l'espoir sur l'immunothérapie en néoadjuvant, malheureusement, il a déçu à l'ASCO 2019. C'est Barki. Et après, oui. Ma question porte sur les T0 après la chimiothérapie néoadjuvante. Ce sont des patients qui sont déjà très difficiles à convaincre au début pour la chirurgie. Ils ne sont pas convaincus à 100%. Ils font de la chimiothérapie néoadjuvante. Ils reviennent avec un scanner, absence de tumeur. Et là, cystectomie T0. Non, la plupart des patients, ils n'acceptent pas. Ils disent, j'ai pas de tumeur. Donc c'est très difficile. Non, attends. Moi, tu dis T0 à la cystectomie. Non. Au début, tu proposes... C'est que tu fais une néoadjuvant, tu fais une cystectomie, T0. Non, ils refusent la cystectomie. Là, T0 radiologique. Radiologique. Oh, donc chiralo. Non, déjà, on perd des patients. Mais juste pour aller dans le même sens de CAMR, on perd des patients. Au début, pour le convaincre, déjà pour la cystectomie, c'est difficile. Il n'est pas convaincu à 100%. Et quand il revient avec un scanner sans tumeur, non, j'ai bien compris. Il dit pourquoi tu vas m'opérer. Mais le problème, c'est que هذاك المريض راه ما فهمش باللي راه كاين le micro-tumeur à l'intérieur. Le scanner, c'est du macroscopique. Par contre, la cystectomie, néoadjuvante cystectomie T0, c'est classique. Parce qu'il y a des tumeurs T2 pures, complètement réséquées, sans chimiothérapie. Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est ces patients qui sont non disciplinés. Après 2 ans, tu le vois, il n'y a pas de tumeur. Donc il faut poser la question, est-ce qu'il ne faut pas les toucher Micro, c'est Rondel. Monsieur Rondel. Vas-y. Une question à poser à CAMH, je vais rebondir sur le choix des patients. Et il a été dit que c'est les patients T2 qui seraient un des répondeurs potentiels à la chimiothérapie néoadjuvante. Ma question est, où vas-tu trouver ces T2 ? Est-ce que c'est sur des critères anapathes ou d'imagerie? Les T2, un anapathe qui se respecte ne dira jamais PT2, minimum PT2. Si tu vas les chercher sur des critères radiologiques, tu sais qu'après résection, on ne peut pas trouver des T2 C cliniques. Et une infiltration de la paroi par liquide de résection, par le sang, je pense que c'est un détail, c'est une grande limite le fait d'aller chercher des T2. Il n'en existe pas, les T2. Sauf sur les pièces de cystectomie. Je t'ai dit les T2, c'est-à-dire les T2 qu'on va les avoir après cystectomie. C'est-à-dire que c'est les bons malades qui vont bénéficier, qui vont tirer les bénéfices de la chimiothérapie néoadjuvante. Oui, mais combien de malades que tu résèques, lorsque tu leur fais le scanner, vous avez un épaississement de la paroi, on ne sait pas si c'est un T3 ou c'est uniquement c'est dû à la résection. Effectivement. Je vais répondre à la Adil, c'est que les hydronéphroses, selon les études,
Les hydronéphroses et les malades qui ont de l'atteinte lymphovasculaire, c'est des mauvais malades pour la chimiothérapie néoadjuvante. Ça, déjà, si on peut les éliminer d'emblée. C'est FKEK et puis c'est moi, j'ai deux questions. En attendant, si Koutsani, tu peux revenir sur le cas clinique, s'il te plaît. Sûr. Alors, ma question à le cas clinique. Le cas clinique. Oui. Ma question à Siamer qui a fait la revue bibliographique. Oui. Est-ce que la chimiothérapie néoadjuvante change le mode de dérivation planifié initialement? Pourquoi cette question? Parce que mon malade dont je viens de parler, je l'ai convaincu pour la cystectomie sur la base d'un remplacement. Maintenant qu'il est fatigué, je ne sais pas à quel moment je vais l'opérer. Oh, c'est sûr, tu vas changer d'attitude. Hein. Voilà. Donc. Lorsqu'on envoie le malade chez l'oncologue, en principe, il doit nous rendre le malade au moins comme ce qu'on lui a donné le malade au début. Il ne va pas au PS01, il va nous le rendre 3 et 4. Si comme concerne, je vais faire l'expérience avec un malade. S'il me le rend 3 et 4, j'arrête. Ça fait c'est terminé et je vais me rabattre sur l'attitude ancienne. Alors ça d'une part. Le malade, en principe, ce qu'on doit accepter, c'est uniquement l'anémie, mais l'anémie, bon, il doit être transfusé, il ne doit pas être en hypoprochidémie. Obligatoire, il ne doit pas être très fatigué, il ne doit pas être asthénique. À ce moment-là, tu as peur de prélever l'intestin, aussi bien pour le briquet, mais également pour l'enterosoplastie. Ce n'est pas la peine de perdre un malade bêtement parce qu'il va te faire une péritonite, il va te faire une fistule, et c'est difficile de c'est difficile de gérer ce type de malade. Effectivement, tu as raison. Mais ça dépend de la dextérité des oncologues. C'est ce que tu as demandé. La prochaine. La diapo, tu as proposé le traitement. Oui. Alors, parmi les options, avance s'il te plaît. Oui. Non, le cas. Bon, tu as proposé comme option thérapeutique. Bon, tu as sauté une des options, la RCC. Pourquoi tu l'as sauté? La RCC, radiochimio concomitante. D'autant plus que c'est une tumeur de petite taille, 4 cm, qu'on peut complètement réséquer et proposer une RCC. Oui, tu le sais très très bien que c'est une option pour les patients qui refusent la chirurgie actuellement. Hamid, ça tu peux le faire dans une clinique, honnêtement, dans une clinique privée, tu peux le faire. Mais à l'hôpital, c'est difficile. Par exemple, qui j'ai le malade qui j'ai mais qui j'ai un lit. ils vont retarder par exemple l'oncologue. C'est la semaine prochaine. Tu vas chez un radiothérapeute parce que au lieu de faire le protocole en quelques semaines, parce que le malade il doit revenir chez toi à mi-dose, parce que tu dois le réhospitaliser, tu dois le réséquer pour voir est-ce que le malade il est répondeur ou n'est pas répondeur. Parce qu'il y a un protocole. Là, tu as raison, mais lui, il te parle. Est-ce que cette indication existe chez ce patient? Là, ça existe. Ça existe. Il faut la citer. Mais on ne la tient pas. Il a bien raison. Il a bien raison. Mais ce n'est pas le standard première ligne. C'est une deuxième option si le malade refuse la cystectomie. C'est Tazi. C'est dans le cadre des essais cliniques. Monsieur Rabi, Tazi, avant toi. Merci. Je voudrais demander au professeur Amer, est-ce qu'il y avait, parce que j'ai lu quelque part, est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il y a un problème de définition? Parce que la chimiothérapie néoadjuvante, c'est pour les T2 purs. Les T3, T4, on ne parle plus de néoadjuvante, on parle de chimiothérapie d'induction. Moi, j'ai trouvé bon. La deuxième chose, c'est, j'ai l'impression, et je demande aussi à l'oncologue, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu plus de complications thromboemboliques chez les patients qui ont eu la chimiothérapie néoadjuvante? Et moi, j'ai eu 2 patients qui m'ont fait des problèmes graves thromboemboliques. Ça, c'est du vécu. Pour la RCC, souvent, c'est le cas dans un cadre. Un commentaire. Oui, souvent, c'est des cas dans les essais cliniques. On inclut ces patients-là dans les essais cliniques. C'est sur les recommandations de l'AIEA et pas mal. C'est dans le cas actuellement, dans les essais cliniques, ces patients-là, traitement conservateur, ils vont pour ne pas faire chirurgie, sauf des gens qui refusent vraiment, mais il faut le signaler et le préciser. C'est parce qu'il y a des AML aussi. Je voudrais revenir sur le problème d'asthénie. En pratique, ce qu'on fait, c'est on évalue le patient après la première cure, après même la deuxième cure. Donc, s'il tolère bien la première cure, on le réévalue cliniquement après la deuxième cure. Et c'est là qu'on pourra juger, est-ce que ce patient il pourra continuer la chimiothérapie. Donc, si au bout de deuxième cure, on remarque que l'OMS se détériore, on vous l'envoie pour chirurgie.
Mais si le patient il supporte très bien sa chimiothérapie, on pourra la continuer. Généralement, soit on diminue la dose, soit on espace les cures, l'intercure il est espacé. Mais je vous parle de patients qui sont par exemple OMS 0, 1, 2, mais s'ils passent à un OMS 3, généralement on ne doit pas le laisser se fatiguer pour qu'il passe à un OMS 3. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les complications thromboemboliques, il n'est pas décrit que la chimiothérapie augmente les risques thromboemboliques, mais je pense que c'est dû à leur maladie néoplasique, pas plus. Alors, il y a un travail qui a été publié, je ne voulais pas alourdir le sujet parce qu'il est tellement passionnant. Ça a été fait au John Hopkins. D'ailleurs, de telle façon, les oncologues de chez John Hopkins, ils ont plus ou moins réalisé ce qu'on appelle un score, John Hopkins score, pour les malades, pour les chimiothérapies néoadjuvantes. C'est-à-dire que si vous diminuez les doses ou si vous diminuez le nombre de séances, c'est que vous allez avoir une perte de chance pour ce type de malade. C'est comme, par exemple, si vous diminuez de moitié les doses et si vous diminuez le nombre de séances de moitié, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et ça, c'est un commentaire pour notre ami oncologue. C'est-à-dire si on y va, c'est ça ce qu'il a dit pour Surkoutiani, il faut choisir les bons candidats pour la chimiothérapie néoadjuvante. De telle façon, il faut totaliser les séances, les 4 séances, mais également avec le full dose. Parce que c'est pour avoir l'objectif escompté. À ce moment-là, même ce 5%, en principe, on va le perdre. On va le perdre au détriment de quoi? D'une fatigue, de l'asthénie et des complications, ce qu'il a dit, des complications péri- et post-opératoires. Oui, mais parfois même si on sélectionne très bien les patients, on ne peut pas prédire l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui arrivent à un OMS 1 et qui ne supportent pas la chimio. Donc ça nous dépasse. On ne peut pas savoir. Après 1 ou 2 cures, on pourra juger. Mais avant, non, il n'y a pas de critères pour dire ce patient va être fatigué ou celui-là, non. Tu veux ok. C'est Joël, vas-y. Alors moi je vais vous parler de mon vécu depuis que j'ai commencé à utiliser la chimio néoadjuvante. J'ai eu 2 patients qui ont refusé la cystectomie parce que le bilan préopératoire a mis en évidence l'absence de tumeur. Dans un malade que je suis depuis 2 ans, j'ai même fait une résection du lit tumoral et la PT0. Et les quelques malades que j'ai opérés après cystectomie, j'ai eu 3 PT0 dans la pièce de cystoprostectomie, ce qui prouve que la cystectomie, la chimiothérapie néoadjuvante est très efficace. Non, l'efficacité est démontrée. Maintenant, est-ce que ce n'est pas la résection, c'était des tumeurs inférieures à 3 cm, pure T2, les pures T2, c'est-à-dire complètement réséquées. Je me rappelle très bien une série anglaise il y a longtemps, Fitzpatrick l'avait publiée, les tumeurs de moins de 3 cm, pure T2, 40% guérissent par la résection. 40%. C'est beaucoup. Ça veut dire quoi? Que cette chimiothérapie, peut-être c'est elle qui a fait ça, mais souvent c'est la chirurgie, c'est la résection. J'ai gardé la tumeur, j'ai pas tout réséqué, j'ai fait juste une résection biopsique, chimiothérapie, pièce de cystectomie, PT0. Oui, si tu le dis, c'est on te croit. Alors, il y a... Oui, vas-y. Je vais répondre au stade Joël, s'il vous plaît, pour les PT0. C'est Benatia. Parce qu'il y a des articles qui ont traité... Monsieur Benatia, discussion bilatérale interdite. Il y a des articles qui ont traité le devenir des PT0. Il y avait un certain nombre de malades qui sont surveillés et qui ont bien évolué. Il y a des malades chez qui ils ont proposé une cystectomie partielle. Il y a des malades également chez qui ils ont proposé une cystectomie totale, avec des survies qui sont supérieures dans les 3 bras, aussi bien surveillés, cystectomie partielle et même cystectomie totale. Alors, nous, parmi les malades qu'on a envoyés pour la chimiothérapie néoadjuvante, un de mes malades d'ailleurs, de Taouna, je me rappelle bien de ce malade. Après, c'était Redouane qui devrait lui faire... Joël. Alors, c'était Redouane qui devrait lui faire la cystectomie. On a fait un scanner de contrôle. Il n'y avait rien. Il a fait la cystoscopie. Il n'a rien trouvé. Bon, il a refusé de lui faire la cystectomie. Et heureusement, le malade jusqu'à maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années, le malade, il est bonne santé avec sa vessie en place. Il a préservé sa vessie. Sans aucun traitement. Uniquement la chimiothérapie néoadjuvante. Et pourquoi on a indiqué la chimiothérapie néoadjuvante?
Ça, c'est un secret. Peut-être que vous-même, des fois, lorsque vous faites le scanner 3 étages, le radiologue, il te dit il y a des micronodules. Ah, mais tu sais des micronodules, ou des métastases, ou des cigarettes, ou c'est quelle heure, et tu es gêné. À ce moment-là, on a tendance à l'envoyer pour la chimiothérapie néoadjuvante et faire des scanners de contrôle. Et parmi les malades qui ont bien répondu à la chimio, c'est ce malade. Maintenant, c'est que faire pour le PT0. Et maintenant, je vais répondre à Ali Barki. Il y a des malades qui ont refusé la cystectomie. À ce moment-là, éventuellement, on peut se rabattre sur la radiothérapie. Complémentaire. Trop tard. Mais ça, bien sûr, c'est en LCP. Bien sûr, c'est toujours en LCP. Encore des questions? C'est Nouini, je vais peut-être te provoquer. Tu étais sur un projet d'instaurer la chimiothérapie à l'hôpital Avicenne pour les malades. Oui, tu étais sur un projet. Alors maintenant, ce que tu as entendu, est-ce que tu es toujours convaincu de faire de la chimiothérapie? Oui, mais je sais. Est-ce que... Micro. On donne un micro. Je vais encore revenir au terre-à-terre, mais nous, le problème qu'on a, et qu'en fait, j'ai levé la main pour la néoadjuvante, mais qu'on a arrêté parce qu'on perd les patients. Les patients partent et ils reviennent au bout de 6 mois. Parce que, comme a dit Siamal, il n'y a pas de rendez-vous, il y a une grève, il y a un machin et tout. Donc on reçoit un autre patient, un patient qui au départ était un patient qui avait a priori un pronostic favorable, il revient avec une évolution importante. Donc actuellement, on a arrêté depuis quelques mois les chimiothérapies néoadjuvantes pour des questions uniquement de... Donc j'en reviens, c'est vrai qu'on voudrait faire la chimiothérapie sur place parce que nous traitons plus de cas de cancer que l'INO. Ouais. C'est clair, à Avicenne, on fait plus de cas de cancer à Avicenne qu'à l'INO. Et que l'INO est débordé parce qu'ils ont finalement peu d'oncologues pour beaucoup de patients, parce que c'est un centre national. Finalement, on tourne autour de la même chose. C'est juste pour clôturer, si vous permettez. On parle de controverse. Si on discute, c'est parce qu'il y a certains qui sont convaincus, il y a d'autres qui ne sont pas convaincus. Et je me rappelle, au congrès de l'AMU en 2010, il y avait une oncologue qui est venue de l'IGR pour présenter la chimiothérapie néoadjuvante. Et je lui avais posé la question, en faisant 5%, on va perdre 95%. Il m'a répondu très simplement. Il m'a dit, de toutes les manières, les urologues, c'est des gens qui sont difficiles à convaincre. Les viscéralistes, dans le rectum, on leur a dit faites de la radiothérapie, ils ont accepté. On leur a dit faites de la chimiopré, ils ont accepté. On leur dit dans l'estomac faites, ils acceptent. Mais vous n'accepterez jamais. En tout cas, on fait cas par cas et vous êtes des urologues, on fait avec vous ce qu'on peut. Alors maintenant, sur le plan pratique, un patient qui a une tumeur de vessie et qui doit bénéficier, parce que c'est démontré scientifiquement, il y a un risque de poursuite judiciaire, il y a. Est-ce qu'on fait une chimiothérapie? Moi, je suis convaincu qu'il faut la faire, mais si je suis dans un centre de chimiothérapie qui ne va pas rendre le malade fatigué, alors dans ce cas, je vais l'envoyer pour faire de la chimiothérapie. Mais si je trouve que je vais récupérer après un patient très fatigué, anémique, que je ne pourrais pas opérer, ou si même je l'opère pour rattraper, il va me faire des complications que je vais payer cher en stress et en autre chose, sincèrement, je préfère l'opérer et perdre les 5% à 5 ans que perdre le malade entièrement. Je vous remercie. Alors, en nom de vous tous, je tiens à remercier particulièrement le professeur Koutsani, le professeur Amr et Dr Oziane ils nous ont donné la matière à débattre et à échanger.